Klen est le roi démon le plus puissant qui méprise toute l'humanité. Mais, comme le veut le destin, alors qu'il mène une conquête pour exterminer la race humaine, un simple bébé parvient à attendrir son cœur et il finit par adopter l'enfant comme s'il était le sien. Désormais, il doit cacher ses véritables pouvoirs et faire semblant d'être un perdant ordinaire pour pouvoir vivre dans le monde des humains. Au début de la série, on suit sa fille qui l'accompagne à la ferme. Une fois le travail terminé, il l'appelle pour rentrer à la maison. Elle regarde autour d'elle, observe la maison, puis fixe la carte d'Edzi et remarque qu'au-delà de la carte, il y a des zones sombres, très sombres, juste leur continent, et des ténèbres tout autour. Elle se demande pourquoi. Curieuse comme elle l'est, elle lève les yeux vers son père et lui demande « Qu'y a-t-il au-delà de notre ville ?» Une question à laquelle son père lui-même ne peut répondre. Il sait qu'elle est curieuse et il veut sincèrement lui donner une réponse. Mais il ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas non plus. Il lui révèle que chaque humain, tout comme elle, est né avec cette curiosité. Ils ont toujours voulu en savoir plus. Cependant, chaque tentative d'entrer dans cette zone sombre s'est soldée par la destruction. Il lui explique que dans ces endroits obscurs, il y a 4 démons. 6 démons gardent l'ouest, l'est, le nord et le sud d'Edzi. Et toutes les équipes envoyées pour tenter de découvrir ce qui se trouve au-delà ont été anéanties, massacrées. Elle est choquée. Cela signifie-t-il que c'est vraiment dangereux ? Elle se pose la question. Mais cela ne change rien pour elle. Son père lui dit que tant que ces démons ne sont pas tués, il est impossible de découvrir ce qui se cache là-bas. Chaque problème a une solution. Quelle est donc la solution à celui-ci ? Il lui explique alors qu'il existe des trésors que seuls les héros peuvent utiliser pour se battre. Seuls les héros qui possèdent ces trésors des épées peuvent affronter ces démons. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé le héros, ils ne peuvent pas gagner. Cela la rend encore plus enthousiaste. Elle veut devenir une héroïne. Elle veut se battre. Il s'agit de l'épée de Haydn, et si elle la trouve, elle pourra se battre. Et lorsqu'ils gagneront, ils pourront voir ce qu'il y a au-delà de la carte et découvrir ce que cachent ces ténèbres. Plusieurs années passent. Notre Alicia n'est plus une enfant. Elle fait désormais partie des héros qui ont été choisis. Elle ferme les yeux et les rouvre dans le camion qui les conduit aux confins de la ville. Elle tient la chaîne autour de son cou et dit à son père que le moment est venu. Le moment est venu de se battre pour sa ville. Elle ne part pas seule. Plusieurs autres héros font partie de ce voyage. Pendant le trajet, ils entament une conversation et commencent à se présenter les uns aux autres. Il y a parmi eux quelques figures notables. Minal, dont le trésor est Ogonkyo, affirme qu'il ne sait même pas d'où il vient. Il se tourne vers Alicia et lui demande de se présenter. Ils sont choqués qu'il y ait une femme parmi eux, et elle ne prend même pas la peine de se présenter. Ils s'approchent des confins du territoire, et un autre membre, Stéphane, dont le trésor est Tenma, les avertit qu'ils sont proches. Ils chuchotent entre eux qu'il est le plus fort du groupe. Soudain, le transport s'arrête, et le conducteur leur annonce que la calèche ne peut plus avancer. Tous se préparent à descendre, mais ils n'ont même pas encore touché terre que les démons commencent déjà à les attaquer. En effet, quelques-uns d'entre eux sont tués directement depuis la calèche, et Stéphane crie à tous de sortir et de se battre. Ils sortent en masse et ils divisent leur escouade en groupes. Les archers et les lanciers entrent en action et il dit aux autres qu'il se mettra en duo avec Alicia pour affronter les survivants. Et oui, Alicia possède le trésor d'Iwatubame. Elle rejoint Stéphane et ensemble, ils combattent. Elle est forte, charismatique, mais ce qui est encore plus remarquable chez elle, c'est sa grande conscience de son environnement. Sur la montagne qui se dresse devant eux se trouve l'un des seigneurs démons. Il parle du monde du chaos. Il admet que le monde est né du chaos. Mais si cela est vrai, alors lui aussi est né du chaos. Et il se pourrait qu'il ait raison. Alors que la guerre continue, tous les héros sautent à travers montagnes et collines jusqu'à atteindre le sommet de la montagne. Stéphane, quant à lui, est excité. Il a été déclaré le plus intelligent et il est normal qu'il agisse à la hauteur de ce titre. Il leur dit que ce jour est le jour où ils seront déclarés comme des êtres puissants et qu'ils doivent montrer à ceux qui les ont choisis qu'ils en sont dignes. Lorsqu'ils atteignent le mont de la Lune, le seigneur démon apparaît. Il est impressionnant. Si c'est bien le mot, sa peau blanche et duveteuse, son regard, c'est terrifiant. Il s'agit de Clévatès de la lueur lunaire du Sud. Stéphane est repoussé. Il admet que ce qui se trouve devant lui est effrayant.
Cependant, ils ont été envoyés pour cela. Ils sont soutenus. Ce sont des héros. Et ensemble, ils accompliront la légende. Alors qu'il se donne du courage pour combattre, Clévatès l'attaque à distance. Clévatès le projette contre la paroi rocheuse et le tue. Tout le monde est choqué, car Clévatès ne s'est même pas approché. Un autre héros prend l'initiative de diriger et encourage les autres à se battre. Mais Alicia, elle, prend le temps d'analyser l'environnement. Alors que les héros s'approchent de Clévatès, il les tue tous sans même bouger de l'endroit où il se tient. Alicia finit par comprendre ce qui se passe. Elle hurle aux autres que Clévatès les attaque à travers ses ombres. S'ils veulent survivre, ils doivent fuir ces ombres. Ils se demandent comment faire, mais Alicia commence à sauter. Elle bondit de rocher en rocher à travers la montagne et s'élance. Effectivement, l'ombre se rapproche d'elle, et elle devient la première héroïne à voir l'attaque avant qu'elle ne la frappe, et à la combattre. Les yeux de Clévatès brillent de stupeur. Peut-être que cela sera plus difficile que les aventuriers qu'il avait affrontés auparavant. Il s'en fiche, mais cela éveille sa curiosité. Voilà donc l'humanité, la race humaine. Il n'a pas eu de contact avec les humains depuis environ 1000 ans, mais d'après ceux qu'il savait d'eux autrefois, ils étaient censés être faibles, aussi fragiles que des insectes. Mais ce qu'il voit aujourd'hui, c'est autre chose. Ils ont de la force. Ils ont une mission. Ils sont déterminés. Il ne sait pas ce qui les rend aussi forts et aussi résolus, mais pour le découvrir, il doit chercher à comprendre. Tous les héros se battent contre lui, et il les tue tous. Malheureusement, la dernière personne qu'il tue, c'est Alicia. Elle s'élève dans le ciel et ferme les yeux face à la mort. Elle s'excuse auprès de son père et lui dit qu'elle n'a pas réussi à réaliser son rêve. Eh bien, tous les rêves ne deviennent pas réalité, et malheureusement, le sien fait partie de ceux qui ne se réalisent pas. À Capital Hydalar, la ville principale du royaume de Hyden, les habitants poursuivent leur vie comme d'habitude, sans savoir qu'un danger approche. Malheureusement, Clévatès arrive. Il surgit de la montagne qui se trouve devant la ville et tout le monde est pris de panique. Mais Clévatès, lui, est simplement intrigué. Il ne s'intéresse pas à eux. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce qu'ils préparent. Il se souvient que ceux qui ont attaqué son territoire se disaient héros, envoyés par le roi de Hyden. Son plan est donc de traverser tout ce qui se trouve entre lui et le roi, et de découvrir ce qui motive vraiment ces humains. Les villageois ont peur. Ils se mettent tous à fuir pendant que les chevaliers se mettent en ordre de bataille. Ils font appel à leurs archers et l'attaquent. Mais Clévatès ne leur répond pas. À la place, ils s'envolent de toit en toit, traversant la ville pour se rendre au palais et voir ceux qui les poussent à se battre. Les chevaliers renforcent la sécurité à la porte du palais et envoient plusieurs salves de flèches contre lui. Mais aucune ne l'atteint. Il regarde toutes leurs attaques et se détend. Ils ne sont pas aussi puissants qu'il l'imaginait. Ils restent faibles et leurs attaques ne peuvent rien contre lui. Il lance une de ses mains contre le mur et, un peu à la manière du mur de Jéricho, le mur s'effondre. Les chevaliers comprennent alors que la situation leur échappe totalement et l'un d'eux court prévenir le roi qu'un démon les a attaqués. Le roi, lui, ne semble pas surpris. Qu'un démon les attaque ne signifie qu'une seule chose, les héros ont échoué. Il se lève de son trône et marche calmement. Il n'a qu'une seule chose à protéger, la lame de Hyden, Mana Hydalar. Un autre chevalier entre pour l'informer qu'un démon est dans la ville et qu'il est inarrêtable, et que le roi doit se cacher. Mais en vérité, si le démon est inarrêtable, alors il n'y a aucune raison de fuir, car peu importe la distance, le démon le retrouvera toujours. Les chevaliers continuent de faire leur devoir, lançant des flèches et du feu contre Clévatès. Ce dernier sait bien qu'aucune de leurs attaques ne peut l'atteindre, mais malgré tout, leur ténacité est impressionnante. Il se remémore l'épée qu'Alicia avait utilisée contre lui et comment elle l'avait légèrement affecté. Cela signifie que, si les humains sont laissés tranquilles, ils peuvent devenir plus forts et le blesser. Lui n'a jamais envahi le territoire humain, mais eux désirent son territoire. C'est une raison suffisante pour qu'ils les attaquent. Le roi s'approche de la porte qui mène à la salle de la lame pour la protéger, mais au moment où il l'ouvre, Clévatès apparaît. En observant les ornements et tout ce qui entoure l'homme, Clévatès n'a besoin d'aucune autre preuve pour savoir qu'il s'agit du roi. Il affirme qu'il est bien le roi et s'exprime dans la langue humaine, ce qui choque profondément le souverain. Ce dernier dit qu'un démon n'est pas censé parler la langue humaine et demande comment Clévatès peut la comprendre. Le roi reconnaît alors qui est Clévatès, mais celui-ci lui déclare qu'il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. Il a juste quelques questions à poser
et les réponses que le roi donnera à ces questions détermineront si toute l'humanité sera détruite ou épargnée. Par « toute l'humanité », il ne parle pas seulement du peuple de Haiden, mais aussi de celui de Dawn, Org-Surada et Bent. Sa question est plutôt simple. Qui sont-ils? Quel est leur caractère? Quelle est leur force motrice? Et surtout, pourquoi le roi ne voit aucune raison de rendre des comptes à un démon? Il déclare qu'il ne répondra pas à ces questions et Clévatès ne les pose pas une seconde fois avant de lui trancher la tête. Clévatès s'éloigne alors, partant du principe que les humains sont une menace pour lui et qu'il doit donc les anéantir. Il affirme que, pour détruire l'humanité tout entière, il a besoin d'une équipe avec laquelle travailler. Il doit prendre son temps pour en constituer une. Alors qu'il s'éloigne, un bébé accompagné d'une mère mourante se met à pleurer bruyamment. La mère le serre contre elle avec ses dernières forces, et Clévatès entend ses pleurs et s'approche. En voyant qu'il s'agit d'un bébé humain, il ne s'en soucie guère. Cependant, la mère lui parle. Elle le supplie de sauver l'enfant. Cela le choque. Ne voit-elle pas à qui elle s'adresse? Elle implore la véritable source de leur malheur. Il lui rappelle qu'il est venu pour anéantir l'humanité, et que si elle veut trouver un responsable pour la mort de l'enfant, elle n'a qu'à le blâmer d'être né humain. La femme mourante prend la parole pour se défendre. Elle insiste sur le fait qu'un enfant n'a pas la possibilité de choisir ce qu'il souhaite être à la naissance. Cela lui est égal. Il lui dit cependant que, si elle veut qu'il sauve l'enfant, elle doit lui prouver pourquoi il devrait le faire. Elle lui rappelle qu'elle est en train de mourir. Elle ne peut pas lui prouver que cela en vaut la peine. Cependant, elle est certaine que l'enfant prouvera sa valeur lorsqu'il sera grand. Sur ces mots, elle rend l'âme. Il ramasse l'enfant. Il n'est pas convaincu, mais puisqu'elle affirme que l'enfant prouvera sa valeur et qu'il ne lui faut pas beaucoup de temps pour observer la croissance d'un humain, il décide de le surveiller et de voir ce qu'il deviendra. Pendant ce temps, dans ce royaume immense, il existe 5 races humaines dans ce monde. Il y a les Dun, qui sont les plus nombreux, les Orgites, très courageux, avec des cornes sur la tête. Viennent ensuite les Slaydins, fondamentalement introvertis, qui n'aiment pas communiquer avec les autres races. Puis les Benti, qui ressemblent fortement à des bandits démoniaques, mais sont extrêmement puissants. Enfin, les Haidniens, qui ressemblent beaucoup aux humains et représentent la plus petite des 5 races. Comme on peut s'y attendre, ils sont aussi la race la plus sage, avec la capacité de fabriquer des armes à partir d'arcanocytes. Cependant, seule la famille royale détient la technique secrète permettant de le faire, puisque leur sagesse est tout ce qu'ils ont à offrir. Ils avaient vendu ces armes à la race des Dun. Ces transactions ont fini par entraîner les 2 races dans des aventures de développement d'intrigues communes, donnant naissance à des métis. Même avec cela, il reste très peu de véritables Haideniens de sang pur. En dehors de l'immense royaume qu'habitent ces races, il existe des bêtes sombres à l'apparence sauvage, avec 9 queues, semblables à Kurama dans Naruto. Pendant ce temps, quelque part dans les profondeurs des montagnes Luna, l'immense bête à 9 queues, Clévatès, repousse quelques créatures plus petites qui s'apprêtaient à dévorer le bébé. Effrayé, le bébé se met à pleurer, et Clévatès s'inquiète que l'enfant atteigne bientôt sa date de péremption. Il s'enroule autour de lui et se demande comment faire taire cette petite bouche criarde. Un instant, il pose le bout d'une de ses griffes sur la tête du bébé, qui s'endort aussitôt. En regardant le bébé, Clévatès imagine qu'il ne tardera pas à lâcher une bombe fécale. Comme prévu, peu de temps après, l'enfant se réveille et recommence à pleurer. Cela l'agace profondément, mais il prend le bébé et part à la recherche d'une solution. La seule solution qu'il trouve est de jeter l'enfant dans un puits. Calme-toi, ce n'est pas le genre de puits auquel tu penses. Il est simplement rempli d'insectes. Eh bien, pas des insectes dangereux, mais ceux qui se nourrissent de déjections. Pendant que les insectes savourent leur repas, Clévatès révèle sa croyance stupide selon laquelle les humains grandissent en quelques nuits. Il se rappelle l'endroit où il avait trouvé l'enfant, mais il n'a absolument aucune idée de qui il estimate. Il blâme sa bonté pour être revenu sur ses pas afin de ramasser l'enfant, mais assez de regrets. Que devrait-il faire avec cet enfant? Heureusement, sa fierté en tant que seigneur des bêtes sombres l'empêche de penser à l'abandonner, et il est déterminé à l'élever. Cependant, il ne peut pas le faire seul, car l'enfant doit se nourrir, et il ne sait absolument rien du fonctionnement des humains.
En observant les corps sans vie qu'il venait tout juste d'acquérir, il choisit une femme nommée Alicia pour la ramener à la vie. Apparemment, son père avait été tué par des bêtes sombres, et dans une passion vengeresse mal dirigée, elle avait conduit une armée pour attaquer le seigneur des bêtes sombres. Cela n'a abouti qu'à des larmes. Toutefois, elle a heureusement une seconde chance de vivre. À sa résurrection, elle tente d'attaquer Clévatès, mais se rend compte que son épée, ainsi que tous les corps de SS camarades, ont été jetés. Il déclare fièrement qu'il l'a ramenée à la vie grâce à ses pouvoirs obscurs, ce qui fait d'elle rien d'autre qu'une morte vivante. Elle ressemble à une jolie zombie. En entendant cela, elle reste bouche bée, la bouche grande ouverte. Elle se demande comment il peut parler aussi couramment la langue des humains, mais elle est tout de même un peu satisfaite d'être la seule survivante. Pas tout à fait. À ce moment-là, Clévatès lui ordonne de révéler ses oranges. En entendant cela, elle prend la mouche et s'indigne des avances du seigneur des bêtes sombres. Cependant, avant que ses pensées mal placées ne prennent le dessus, il l'informe de l'existence du bébé affamé et lui ordonne d'enlever son armure et de sortir ses oranges immédiatement. Puisqu'il avait infusé un peu de magie noire en elle, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Lentement, à contre-cœur, elle soulève son haut et finit par faire ce qu'on lui a ordonné. Après avoir obéi à regret, il est choqué de découvrir qu'elle n'a pas de lait. Rien d'étonnant venant d'une guerrière qui n'a jamais fait de sport maternel. Juste pour qu'il comprenne, elle éduque Clévatès sur le fait qu'une femme doit avoir donné naissance pour produire du lait. La honte d'avoir exposé ses oranges la remplit d'embarras, et elle le supplie de la tuer, mais il ignore ses suppliques. Alors que les deux continuent à discuter, le bébé recommence à pleurer. Au lieu de chercher une solution, il s'engage dans des bavardages inutiles sur la manière dont il a trouvé ce bébé humain. Fatigué de ces discussions futiles, Clévatès insiste pour qu'elle trouve une solution à la fin de l'enfant. Même si elle n'a aucune idée de comment élever un enfant, elle est contrainte de lui révéler qu'il faudrait une femme ayant du lait pour nourrir le bébé. Une question se pose alors. Comment en trouver une ? Pour y répondre, Alicia lui révèle qu'il faudrait en engager une, mais qu'il leur faudrait de l'argent pour cela. Complètement fauché, Clévatès n'a pas un sou, mais avec l'abondance d'arcanocytes dans la grotte, il pourrait amasser une petite fortune. Elon Musk devrait en prendre de la graine. Alors qu'il réfléchit à cette possibilité, Alicia envisage de l'attaquer, mais comme elle n'a pas son épée, elle n'a d'autre choix que de rester immobile. Après un court moment de réflexion, Clévatès accepte l'idée d'aller chercher une femme avec du lait pour nourrir le bébé. Il s'apprête à sortir lorsqu'elle l'informe qu'il est impossible d'aller en ville sous sa forme actuelle. Vu sa taille impressionnante, il ne ferait qu'effrayer tous ceux qu'il croiserait. Dans un premier temps, elle propose d'emmener elle-même le bébé en ville afin de lui trouver une mère. Cependant, Clévatès n'envisage pas cette option, car il ne veut pas que le bébé s'éloigne de lui. À la place, il se transforme en un garçon humain. Aussi convaincant que soit son déguisement, ses 9 queues continuaient de remuer derrière lui. Avec une petite corne sur la tête, il finit par rétracter les queues dans une ouverture ombragée sous lui. Malgré cela, la corne reste visible, mais il ne semble pas en avoir conscience, et Alicia décide de garder le silence. Avant de partir, il pense à un nom pour lui-même et pour l'enfant. Il choisit Clène pour lui et Luna pour le bébé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pense à lui demander son nom, et elle le lui révèle. Ensuite, il se dirige vers une petite rivière. À leur arrivée, Alicia prend la responsabilité de laver le bébé. Pendant qu'elle s'en occupe, elle est interrompue par Clène, mais elle continue, jusqu'à recevoir un peu d'urine en plein visage comme récompense. Clène critique à peu près tout ce qu'elle fait, comme une belle-mère agaçante. De la manière dont elle lave le bébé, à la façon dont elle l'enveloppe, en passant par les zones qu'elle devrait mieux nettoyer. Après avoir nettoyé le bébé, il est tout excité. Cependant, Clène affirme que les insectes mangeurs de crottes faisaient un meilleur travail de nettoyage qu'Alicia. Les deux arrivent au campement d'Alicia et le trouvent vide. Mais elle lui révèle qu'ils avaient entreposé tous leurs objets de valeur dans un autre endroit. Avant qu'il ne s'y rende, Clène lui ordonne de prendre un bain, car elle empestait comme une candidate au record Guinness du plus grand nombre de jours sans se laver. Il lui tend aussi les vêtements ayant servi à envelopper le bébé pour les laver, et pendant qu'elle le fait, elle découvre qu'il porte l'emblème de la famille royale idonienne. Immédiatement,
Elle comprend que cet enfant est un membre de la royauté. Pendant ce temps, dans les décombres du château, un soldat accourt à la recherche de survivants, mais reste stupéfait face à l'étendue des dégâts causés par le Seigneur des Ténèbres. Cette vision lui rappelle le plan de la princesse héritière qui avait tenté de fuir le royaume avec son enfant avant le carnage. Il blâme la folie du roi pour la destruction du royaume, mais garde l'espoir de trouver au moins un survivant. D'un autre côté, le général Drell et certains de ses hommes observent ce qu'il reste du royaume des Aïdeniens. Il ordonne à l'un de ses soldats d'informer l'empereur de la situation, avertissant que s'ils n'agissent pas rapidement pour s'emparer des terres ideniennes, une autre race le fera. Sa principale motivation à prendre Hayden réside dans le secret de la fabrication de l'arcanocyte que seule la famille royale idenienne détient. Alors qu'il retourne rassembler ses troupes, il donne l'instruction à son second, Ménard, de chercher d'éventuels survivants de sang royal et de s'assurer de les lui ramener. Ailleurs, Alicia confronte Clène avec le tissu marqué de l'emblème et l'accuse d'avoir kidnappé un enfant de sang royal. En entendant cela, Clène est aussi surpris que choqué. Il révèle qu'il a reçu l'enfant de quelqu'un qui avait exactement la même apparence humaine que celle qu'il a choisie. Même si Alicia est persuadée qu'il ment, il la fait taire sans ménagement et lui révèle qu'il avait tué le roi parce que ce dernier l'avait attaqué en premier. Cependant, il s'attend à ce que beaucoup de personnes cherchent à retrouver l'enfant pour s'emparer du secret de l'arcanocyte. Ravi d'apprendre que l'enfant est de sang royal, il est déterminé à en faire un roi, espérant ainsi pouvoir dicter les choses dans l'ombre. Le fait qu'il considère l'enfant comme son serviteur effraie Alicia, qui l'observe avec appréhension. En entendant cela, elle se demande si elle n'a pas empiré la situation en révélant l'identité de l'enfant. Pendant ce temps, Clène insiste pour qu'il se dépêche de trouver une femme ayant du lait, afin de remplir le ventre de l'enfant. Alors qu'ils partent, Alicia essaie de se rassurer en se disant qu'il serait impossible que les humains acceptent Clène avec la corne qu'il a sur la tête. Cependant, elle oublie que les Orgites ont bien qu'elle soit convaincue que les humains finiront par découvrir qui est Clène et déjoueront ses plans avant même qu'ils ne commencent. D'un autre côté, elle a pris conscience de l'obsession que Clène nourrit pour Luna, et elle croit que la mort ou la disparition de Luna pourrait entraîner la ruine de toute la race humaine. Avec cela en tête, elle fait de sa nouvelle mission de s'assurer qu'aucun mal n'arrive à Luna. En chemin, quelques bandits attaquent et frappent Clène à la tête. Au début, quand Alicia réalise qu'il ne s'agit que de bandits, elle pense qu'ils seront une proie facile pour le puissant seigneur des bêtes sombres. Malheureusement, Clène tombe au sol après avoir été frappée et commence même à saigner abondamment. En voyant cela, Alicia hurle comme une petite fille, puis elle reçoit un coup à l'arrière de la tête, ce qui la fait perdre connaissance. Elle est choquée que, malgré la puissance obscure de Clévatès en elle, elle soit aussi faible. Un peu plus tard, Alicia se réveille avec la sensation d'être entourée de ses soldats en route pour attaquer Clévatès. Avant qu'elle ne se laisse aller à rêver, Glenn ordonne à la folle de se réveiller. À ce moment-là, elle revient à la réalité. Ils ont été capturés par les bandits, mais Glenn lui annonce cela avec un sourire aux lèvres. Alicia se demande comment ce gamin peut rester aussi calme dans une situation pareille, mais il lui répond simplement qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Luna va bien, même si elle pleurait encore à l'instant. Toujours confuse, Alicia lui demande comment Clévatis a pu tomber ainsi après un seul coup. Le garçon avoue que cela l'a surpris lui aussi. Il ne s'attendait pas à ce que ce corps maigre, à la peau si fine, soit aussi fragile. Puis Alicia veut savoir pourquoi Clène ne s'échappe pas simplement. Il explique que maintenant qu'il est humain, il doit cacher sa véritable nature jusqu'à ce que Luna monte sur le trône. Et puis, il veut découvrir par lui-même cette facette du monde des humains. Apparemment, tous ceux qui se trouvent dans cette charrette ont été enlevés, tout comme eux, et le garçon est bien décidé à comprendre pourquoi. Alicia lui dit que les hommes qui les ont attaqués sont des bandits des montagnes, et que puisque les prisonniers sont encore en vie, c'est probablement pour les vendre comme esclaves. Clène demande à quel point ces bandits sont forts. Alicia répond qu'ils ne sont pas particulièrement redoutables, pas plus que n'importe quel adulte ordinaire, mais que le vrai problème, c'est qu'ils sont prêts à tout, à employer les pires coups bas pour éviter de perdre. En résumé, ce sont des ordures, et Clène ne devrait pas les prendre comme référence pour juger l'humanité.
Après un long voyage, la caravane arrive au bord d'un immense gouffre au milieu de la forêt. Les bandits déverrouillent les chaînes et séparent les prisonniers, les hommes et les personnes âgées d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Soudain, l'un des prisonniers tente de s'enfuir, mais un bandit lui lance un couteau dans le dos, mettant fin à sa tentative sur le champ. Une fois cela fait, ceux qui semblent être leurs chefs s'avancent et annoncent qu'ils sont les corbeaux et que quiconque sort des rangs sera éliminé sans sommation. À peine a-t-il terminé son discours qu'il repère Alicia et l'emmène dans un bâtiment à part. Devant la porte d'une autre maison, une femme ordonne à Clem d'entrer. Lorsqu'elle remarque un bébé dans les bras du garçon, elle appelle une fille nommée Nell. Pauvre Nell, toujours aussi maladroite, entre précipitamment et tombe par terre. Elle s'excuse aussitôt auprès de Donna Carm, mais la femme l'ignore et lui dit de s'occuper à la fois du bébé et du garçon. En posant les yeux sur Luna, Nell ne peut s'empêcher d'être charmée. Au fond du gouffre, sous une épaisse couche d'eau, repose une épée magique, et peut-être aussi d'autres créatures tapies dans ce monde submergé. Pendant ce temps, le bandit emmène Alicia auprès d'un homme nommé Vroko. À peine est-il appelé par ce nom qu'il corrige son interlocuteur. Désormais, il ne veut être appelé que le boss. Zazak est mort depuis longtemps, c'est donc lui qui commande à présent. Un autre bandit se plaint qu'il a pris cette décision tout seul, mais Vroko le rassure qu'il saura convaincre tous ceux qui ne sont pas d'accord, grâce à son petit monstre préféré Betty. Lorsque Alicia aperçoit la créature de ses propres yeux, un terrible troll venu de l'Ouest, elle ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un a pu dompter un monstre pareil. Vroko attrape le sac qu'Alicia portait et découvre qu'il contient des minerais de la montagne de la Lune, un lieu protégé par Cliftus. Le chef se souvient alors de cette histoire récente. Le roi d'Aiden avait confié des regalias à 13 héros et les avait envoyés vaincre le grand roi des bêtes noires. Mais apparemment, ils ont échoué. Il se disait même que l'un des héros était une femme. Vroko fait remarquer que du minerai magique aussi pur n'apparaît jamais près des humains, laissant entendre qu'Alicia en sait beaucoup plus qu'elle ne le montre. Il commente aussi sa carrure impressionnante. Elle ne s'est même pas urinée dessus en voyant Betty. Il en déduit qu'elle est peut-être vraiment l'un des héros envoyés à la montagne de la Lune. Au passage, il mentionne que la cité de Hydrate a été détruite par Clevetes, ce qui, du point de vue des corbeaux, est une excellente nouvelle. Sur ces mots, Vroko dégaine son arme et la pointe vers Alicia. Elle reste figée, choquée à la vue de la lame rougeâtre. Vroko confirme que c'est de l'acier royal, du monohydrite, que seule la famille royale peut forger. Plus le rouge est intense, plus le métal est pur. Cependant, il admet que son arme est fausse. Après tout, leur commerce ne se limite pas aux êtres humains. Les épées magiques rapportent une fortune, et les idiots qui les achètent ne voient jamais la différence. De toute façon, d'après ce qu'il a entendu, tous les membres de la famille royale sont morts dans le château lors de l'attaque des bêtes. Alors, s'il n'y a plus de monohydrite depuis la chute d'Hydrate, la valeur de ces armes magiques va exploser, tout comme les regalias et les lames pures forgées par les anciens rois. Si les choses continuent ainsi, Vroko et ses corbeaux deviendront immensément riches. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont trouvé comment stocker les regalias. Une technique complexe qui ne peut se faire que de deux façons. Être reconnu comme héros par le roi, ou bien prendre le regalia à un héros. Évidemment, le volume est bien plus simple. Surtout que la plupart de ces guerriers choisis meurent dans les guerres au pays des bêtes. Certes, c'est difficile d'atteindre ces contrées dangereuses. Mais c'est précisément pour cela que le ciel vient d'envoyer une héroïne au corbeau, à ce moment le plus opportun. Vroko demande ce qu'est devenu le regalia d'Alicia, mais elle ne répond rien. Il insiste, affirmant qu'elle a dû le laisser tomber en fuyant Clem, tout comme les 12 autres sans doute. Quoi qu'il en soit, le chef ordonne à Dagarn et Sachai de l'emmener demain pour récupérer son regalia. Dagarn demande si, étant donné qu'elle est vraiment une héroïne, elle ne devrait pas y aller elle-même. Vroko maudit le chauve, expliquant qu'Alicia connaît l'emplacement des 13 armes, et tant qu'elle ne les a pas toutes rapportées au corbeau, elle ne peut pas être tuée. Enfin, il leur dit de partir avec la fille, et que si elle résiste, ils peuvent l'épuiser comme bon leur semble. Les sbires, ravis à cette idée, traînent Alicia dehors, lui promettant de bien s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Clem est coincé à travailler dans une taverne remplie de bandits ivres.
Dans un coin près de la cheminée, Nell allaite Luna, son tout premier travail en tant que nourrice. Lorsqu'un client entre en criant pour qu'on lui apporte plus à boire, Nell laisse Luna derrière elle pour aller servir, constamment maltraitée et rabaissée par tout le monde. Un autre client demande à Clem de lui apporter plus de viande. Alors le garçon fait le tour de la salle, servant tous ceux qui montrent un intérêt pour la nourriture. Le client qui draguait Carm commente que ce gamin est une vraie trouvaille, obéissant et tout, mais la femme avoue que ce garçon lui donne la chair de poule. Avec ses cornes, il a probablement du sang d'orque, mais sa peau est blanche comme la neige et ses yeux sont vraiment étranges. Pendant ce temps, Nell transporte d'autres boissons dans la salle, quand un client étend volontairement sa jambe sur son passage, la faisant trébucher et briser les cruches. Comme si cela ne suffisait pas, les hommes à l'origine de la farce la blâment et la traitent encore plus durement, tandis que Clem regarde froidement les deux hommes traîner la jeune fille dehors. En entendant les autres clients parler, Clem comprend que Père va rendre la vie de Nell encore plus misérable. Et en effet, dehors, les hommes frappent le postérieur de la jeune fille pour la punir. Quand ils en ont fini avec elle, ils la laissent derrière eux. Malgré ce qu'elle vient de subir, elle ravale ses larmes et retourne voir Luna. Pendant ce temps, les deux hommes rentrent dans la taverne en se moquant de Nell, disant qu'elle est aussi laide qu'une vache. Soudain, les deux hommes commencent à chanceler, crachent du sang, s'effondrent, puis sont engloutis par l'ombre de Clem. Une fois cela fait, la bête félicite la nourrice pour sa magnifique poitrine et lui propose de discuter un peu. Plus tard, alors que Nell allaite Luna, on lui demande de parler de son passé. Elle avoue qu'elle fait en réalité partie de cette bande de voleurs. Elle est née ici et a toujours été une corbeau. Nell n'a jamais connu son père. Elle avait une mère, mais ne l'a jamais vue que de dos. Elle ne se souvient même plus de son visage. Vu la manière dont sa mère était traitée, elle devait sans doute être esclave, elle aussi. Et Nell assistait souvent de loin aux choses horribles qu'on lui faisait subir. Sa mère a disparu lorsqu'elle avait 12 ans, et la jeune fille n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Tout. Ce que Nell sait, c'est qu'après ça, toute la violence s'est abattue sur elle. Elle a été battue si violemment qu'elle a perdu presque toutes ses dents. Aujourd'hui, elle n'entend plus que d'une oreille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris combien sa mère l'avait protégée. Et à quel prix. Dès lors, Nell a vécu comme un animal. Les choses se sont un peu améliorées lorsque Madame Carm est arrivée et lui a donné des conseils sur comment survivre auprès des hommes. Leur accorder juste assez d'attention pour les satisfaire, afin qu'ils la laissent tranquille. Bien sûr, Nell sait qu'elle ne sera jamais comme Madame Carm, mais sa vie est bien meilleure qu'avant, et elle a trouvé une manière d'être utile. Elle produit beaucoup de lait, alors elle peut toujours nourrir les petits. Clem avait entendu dire que seules les femmes ayant accouché peuvent produire du lait, alors il lui demande où est son bébé. À cela, Nell baisse la tête et explique que son enfant est né mort. Elle sentait le bébé bouger en elle, mais lorsqu'il est né, il n'a pas crié, et Nell se blâme encore pour cela. Quand elle a senti ce petit corps devenir froid, tout son monde s'est écroulé. Honnêtement, elle n'aurait pas eu le moindre regret à mourir sur le champ. Au moins, elle aurait pu retrouver son fils dans l'au-delà. Mais lorsqu'elle a repris connaissance, Nell a senti quelque chose de chaud sur elle. En rouvrant les yeux, elle a découvert un bébé, âgé d'environ 6 mois, accroché à son sein, un enfant qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le petit garçon avait désespérément besoin de lait, et en voyant ce besoin, Nell a décidé de s'accrocher, ne serait-ce que pour le réconforter. Un autre jour, un autre enfant est apparu. Mais d'où il venait et où ils sont repartis, Nell n'en a aucune idée. Par la suite, Nell a dû donner naissance à un deuxième, puis un troisième enfant mort-né. Même ainsi, Nell devait continuer. Il y avait encore des enfants comme Luna qui avaient besoin de son lait. Elle voulait offrir à ses bébés une chance d'être heureux, puisque le sien n'avait jamais eu cette opportunité. Après avoir entendu tout cela, Clem tend la main et lui dit qu'il veut l'engager comme nourrice de Luna, même s'il ne fait pas confiance aux gens. Il voit une véritable bonté en elle, et plus important encore, Luna l'apprécie clairement. Alors Clem lui fait une proposition finale. Soit elle vient avec lui et nourrit Luna, soit elle reste ici à servir de punching ball au corbeau pour le reste de sa vie. Face à cela, Nell admet que la tentation est grande, mais elle doit refuser. Clem est encore un esclave, et elle doit s'occuper des enfants à venir. Du côté d'Alicia, en route vers la montagne de la Lune,
Elle est portée jusqu'à un pont par Dagarn et Sachaï. Avant même qu'elle n'envisage de sauter, ils la préviennent. Si elle le fait, elle n'atterrira pas dans le lac. La chute forme un entonnoir, et il est bien plus probable qu'elle finisse écrasée sur les rochers en contrebas. Alicia regarde vers le bas et réalise que cet endroit est en réalité une mine de minerais magiques. Elle connaît probablement cet endroit mieux qu'elle ne le croyait. Elle observe les environs et remarque un homme avec une corde se dirigeant vers le bord d'un petit quai. Dagarn rit en voyant encore un autre idiot sans espoir, tandis que Sachaï explique que cela est lié à la légende du héros cordoir. C'est justement ce à quoi pensait Alicia. C'était le site de la dernière expédition de Cordoir, le puits de la mine d'Elbe. L'homme à la corde appelle les hommes derrière lui pour qu'ils tiennent leur promesse, tandis que sa femme, désespérée, lui souhaite bonne chance. Puis l'homme saute dans l'eau et Alicia est horrifiée. Si la légende est vraie, il y a quelque chose là-dessous. Sachaï confirme ses craintes, expliquant que les mêmes créatures qui ont tué Cordoir sont encore dans l'eau. Et comme pour lui donner raison, une bête aquatique fait surface, tenant dans ses mâchoires sa proie, l'homme qui venait tout juste de tenter sa chance et d'y perdre la vie. 2 autres créatures émergent, se disputant la chair, pendant que la femme de l'homme hurle de terreur. Alicia frissonne, glacée d'effroi, devant une telle brutalité. 6 bêtes aquatiques, appelées les Arvensis, sont arrivées avec les eaux il y a 3 siècles, forçant les mineurs à abandonner ce puits. Même Cordoir, le plus grand héros de son époque, n'avait pas réussi à vaincre ces monstres terrifiants. Et à l'époque, il y avait encore un sol ferme sur lequel se battre. Le regalia de Cordoir, appelé le diviseur de courant astérisque, tire son nom d'une légende selon laquelle il aurait un jour fendu une cascade en 2 sous les yeux du roi. C'est cette arme que les prétendants espèrent retrouver en se jetant dans l'eau. Sachaï ignorait même que cette épée avait un nom. Il demande alors si l'arme d'Alicia en a un aussi, mais elle refuse de révéler son nom à un vaurien comme lui. D'après elle, même s'ils avaient été promis la liberté à l'homme qui a sauté dans le puits, il n'y avait même pas de corde pour remonter. Autrement dit, personne n'avait jamais eu l'intention de le laisser vivre. Une ruse digne de misérables bons à rien comme les corbeaux. En entendant cela, Dagarn fait remarquer qu'Alicia ne semble pas avoir bien saisi sa situation actuelle. 6 mains sont liées, de lourdes boules de fer enchaînées à ses pieds, et elle se tient sur un pont de cordes instable. Et de l'autre côté du pont, une foule d'hommes impatients de faire hurler la demoiselle comme un cochon. À ce moment-là, le plus dérangé d'entre eux ne tient plus en place et bondit sur sa proie, faisant dangereusement tanguer le pont. Sachaï hurle à Pytho de faire attention, mais, étant aveugle, le fou lui répond simplement qu'il n'a pas peur du vide. En fait, il peut percevoir énormément de choses par l'odorat et l'ouïe. Il suit chacun des mouvements de la fille. L'odeur d'une femme, les battements de son cœur, tout cela lui indique qu'elle est tendue, et cela l'excite encore plus. Pour commencer, Pytho prévoit de découper les vêtements d'Alicia et de l'exhiber nue devant tout le monde. Mais à ce moment précis, l'héroïne prend la parole. « Qui aurait cru qu'un jour, je serais reconnaissante envers ma malédiction ?» Sur ces mots, elle se démet les épaules pour ramener ses bras vers l'avant et attaque Pytho. Dans le chaos, ses couteaux tranchent accidentellement l'une des cordes du pont, entraînant leur chute à tous les 2. Et comme l'avait prévenu Dagarn, ils ne tombent pas dans l'eau. À la place, ils s'écrasent sur les rochers en contrebas, leur corps. Lorsque les sbires du corbeau virent la femme effondrée sur le sol, la panique s'empara d'eux. Ils se demandèrent s'ils devaient descendre et cacher son corps, car si Vrocco découvrait qu'elle était morte, il serait vraiment condamné. Pendant ce temps, les yeux d'Alicia roulèrent vers l'arrière avant de se rouvrir dans un battement de paupières. Elle reprenait connaissance. Elle était belle et bien en vie, mais elle ne sentait plus son corps à partir du cou. Peut-être que ses os s'étaient transformés en poussière. Et en plus de ça, elle avait perdu beaucoup trop de sang. Mais aussi critique que soit sa situation, ce n'était pas le moment de se laisser aller à la réflexion. Les voyous pouvaient surgir d'une seconde à l'autre. Soudain, le sang de la femme pas si morte commença à bouger de lui-même, tourbillonnant jusqu'à former l'image de Clévatès au-dessus de son corps. Par l'intermédiaire de cette illusion, la bête se moqua d'elle pour s'être retrouvée dans un état aussi pathétique. Alicia lui demanda pourquoi il avait l'apparence d'un bébé, et le monstre répondit que sa forme dépendait de la quantité de sang magique.
le seul élément qui la maintenait encore en vie. Si tout ce sang venait à quitter son corps, ce serait fini pour elle. Pour l'instant, tant qu'elle restait utile, Clévatès continuerait de lui réinjecter ce sang magique, autant de fois qu'il le faudrait. Avec ce sang revenu en elle, l'héroïne pouvait se régénérer instantanément, sauf en sas de perte totale d'un membre. Astérisque, astérisque. Alicia Preston, astérisque, astérisque. Alors pourquoi ne pas l'aider à se rétablir tout de suite? Puisque lui aussi avait besoin d'elle, Clévatès profita de l'occasion pour poser sa propre question. Durant leurs errances, la bête d'ombre avait trouvé une nourrice pour Luna, une certaine Nell. Nell faisait partie du gang, et même pour un démon comme lui, Clévatès avait trouvé le traitement qu'elle subissait terriblement cruel. Il avait pensé qu'elle saisirait la première occasion pour fuir, mais elle avait simplement refusé. Clévatès voulait comprendre pourquoi. Alicia devina que Nell considérait Cline comme un esclave de plus. Et puis, un gang comme celui-là ne laisserait jamais partir quelqu'un vivant. Il la traquerait jusqu'aux confins du monde pour se venger. En d'autres termes, Nell ne croyait tout simplement pas à une possibilité d'évasion. Face à cela, la seule manière réaliste de la sauver était d'éliminer le gang avant qu'ils ne s'en prennent à elle. Alors que Dragarn et Satchai descendaient les escaliers en direction d'Alicia, cette dernière se disait qu'un démon comme Clévatès pourrait facilement anéantir les corbeaux. Mais il n'était pas du même avis. Si quelqu'un apprenait qu'il avait quitté la montagne de Lune, il serait dans une position délicate, et il ne pouvait permettre à quiconque de croire qu'on pouvait profiter de son absence. Si quelqu'un commençait à fouiner pour comprendre pourquoi le seigneur de cette montagne se promenait hors de chez lui, ce serait un nouveau problème. En plus, Clévatès devait veiller sur Luna. En tenant compte de tout cela, il fut clair. C'était Alicia qui devrait éliminer les corbeaux. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un héros renverserait une bande comme celle-là. Paniquée, Alicia tenta de protester. Les héros n'étaient pas des surhommes, mais Clévatès ne voulait entendre aucune excuse. Il exigeait des résultats. Il commença à réinjecter du sang dans le corps de la guerrière, la régénérant au fur et à mesure. Les deux sbires arrivèrent et peinèrent à croire ce qu'ils voyaient. La femme, brisée quelques instants plus tôt, se tordait à présent comme une créature monstrueuse. Tandis que ses os se ressoudaient, Alicia poussa un hurlement si puissant qu'il résonna à travers toute la montagne, attirant l'attention de tous les corbeaux dans les environs. Chaque fois qu'un os se remettait en place, une douleur fulgurante traversait son corps. Et alors que de plus en plus de voyous envahissaient la pièce, une terreur viscérale les saisit à la vue de cette scène grotesque. Pourtant, bien qu'elle soit une héroïne, ils étaient bien trop nombreux. Ils feraient tout pour la forcer à les mener jusqu'aux 13 régalias. L'un d'eux bondit le premier, lui entaillant le bras gauche avec une épée. Alicia encaissa le coup, attrapa le bandit et l'envoya valser d'un coup de poing. Elle s'empara de son épée, se libéra de ses chaînes, puis arracha son sale bandeau pour couvrir l'énorme cicatrice sur son visage. Pendant ce temps, Cline marchait en direction du village, portant Luna dans ses bras, espérant convaincre Nell qu'il était enfin temps de fuir. Luna pleurait, et Cline tenta de la rassurer. Alicia était bien plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle était la seule humaine à avoir réussi à égratigner sa corne. Dans la taverne, Nell revint pour se faire aussitôt gronder par Carme, qui pensa qu'elle avait mis autant de temps parce qu'elle satisfaisait les deux hommes. Mais quand Nell expliqua qu'elle avait seulement allaité le bébé, Carme se calma un peu, bien qu'elle tienne toujours à ce que la jeune fille reste prudente. Carme lui rappela qu'elle devait toujours obéir aux hommes avant qu'ils ne décident de devenir violents. Elle lui demanda de nettoyer la cuisine, tout en voulant savoir pourquoi Nell semblait si joyeuse. Nell répondit que Carme était une étrangère, alors qu'elle était née parmi les corbeaux, et cela lui faisait se demander à quoi pouvait bien ressembler le monde extérieur. Carme ne savait pas trop quoi dire. La plupart des femmes ici avaient perdu leur foyer à l'extérieur, ou commis quelque chose de grave qui les avait conduites ici. Dans son ça à elle, ses souvenirs du dehors n'étaient pas des plus heureux. Et en disant cela,
Elle demanda à Nell si elle pensait à s'enfuir, mais un esclave lui avait proposé de fuir, ce qui avait éveillé en elle la curiosité sur ceux qui pouvaient bien exister au-delà de ce monde. En entendant cela, Carme la gifla violemment, l'avertissant que les hommes finissaient toujours par utiliser les filles avant de les jeter, une fois lassées, comme toujours. Mais une pointe d'amertume perça dans sa voix lorsqu'elle demanda pourquoi une fille aussi inutile que Nell avait reçu une proposition de fuite, et pas elle. Elle leva la main de nouveau. Mais à ce moment précis, Vrocko, qui avait tout entendu, fit son apparition. Il leur donna une leçon sur le fait qu'on ne pouvait pas frapper ses camarades comme ça. Tête basse, Carme marmonna qu'il était rare de voir le chef ici. Il expliqua qu'il avait entendu dire qu'il se passait quelque chose d'inhabituel et qu'il était venu jeter un œil. Carme envoya rapidement Nell chercher le bébé. Cette dernière expliqua que le petit était dans la grange. Décidant que l'enfant avait besoin d'engraisser un peu, Vrocko demanda à Nell de le suivre ailleurs. Carme tenta de s'interposer, mais au premier regard que lui lança le chef, elle renonça immédiatement. Quand Nell fut emmenée, sa maîtresse sombra dans le désespoir. Elle ne savait plus quoi faire maintenant que Nell était la seule capable de nourrir les nourrissons. C'est alors que Cline apparut, portant Luna dans ses bras. Supposant que le garçon cherchait de quoi nourrir l'enfant, Carme lui expliqua qu'il n'avait plus de nourrice. Nell avait désiré quelque chose qu'elle ne pouvait avoir, et maintenant, elle en payait le prix. Cline lui demanda des explications, et alors qu'elle croisait son regard, quelque chose dans cette forme monstrueuse lui donna un étrange frisson. Quant à Nell, elle fut emmenée dans un endroit souterrain qu'elle n'avait jamais vu auparavant, malgré le fait qu'elle soit née ici. Vrocko lui expliqua que c'était autrefois une mine de minerais magiques, ce qui expliquait les petites tunnels un peu partout. Selon lui, le carburant des lampes utilisées par tous était un mélange d'huile et d'un insecte particulier fondu avec le minerai magique. Ce minerai, ajouta-t-il, pouvait servir à bien plus qu'à forger des épées. Ils avaient commencé à appeler ce procédé de la magie, et avant de rejoindre les corbeaux, il avait passé des années à faire des recherches sur le sujet. En chemin, Nell heurta un crâne humain du pied et paniqua. Mais Vrocko insista sur le fait qu'il ne s'agissait que d'os de rat. Cet endroit en était toujours infesté. Alors qu'il évoquait encore ses expériences, Vrocko éteignit soudain sa lampe, plongeant les lieux dans l'obscurité totale. Quelques secondes plus tard, la lumière vacilla, puis revint, et derrière Nell se tenait Betty, la troll immobile. Vrocko expliqua qu'au cours de ses recherches, il avait mélangé de la poudre de minerai magique à divers types de drogues, et qu'il s'en était servi pour contrôler les bêtes noires. Le chef le dit clairement, les corbeaux ne pardonnent jamais les traîtres, et le simple souhait de Nell de quitter le groupe est déjà considéré comme une trahison. Ainsi, la fille deviendra le dîner de Betty, et sur ces mots, Betty se jette sur elle. Nell, courant pour sauver sa vie, pense qu'elle aurait peut-être survécu si seulement elle avait tenu la main de ce garçon esclave. Devant elle, elle aperçoit Luna. Elle murmure un pardon, incapable de nourrir le bébé davantage. C'est alors que Betty avale Nell, faisant éclater le bébé en sanglots. Cline dit doucement à l'enfant de ne pas pleurer. Manger et être mangé fait simplement partie de l'ordre naturel des choses. Les animaux, les humains, même les bêtes noires. Quand ils ont faim, ils doivent manger, sinon ils meurent. Vrocko entend sa voix et demande qui est ce morveux. Cline termine sa petite leçon, déclarant que personne n'est responsable du sort de Nell, si ce n'est lui-même, pour ne pas être arrivé à temps. Ceci étant dit, le garçon se demande ce qu'un fier troll de l'Ouest fait à la merci d'un minuscule humanoïde, car cela n'a rien de naturel. Vrocko n'a aucune idée de ce que ce gamin a pu boire, mais s'il peut rester calme face à Betty, ça doit être quelque chose de puissant. Quoi qu'il en soit, c'est dommage pour le chef des corbeaux de perdre un bébé idenien. Mais vu les circonstances, c'est ainsi. Alors, Vrocko ordonne à Betty de les dévorer tous les deux. Pourtant, la troll se met à agir bizarrement, jusqu'à ce qu'elle vomisse soudainement Nell, son corps brisé et mutilé. Cline remarque que la peur de Betty était si grande qu'elle a dû tout recracher. Voyant que Nell respire encore, le garçon neutralise l'acide gastrique et place Luna à côté de sa nourrice, demandant au bébé de rester à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Sur CE, le grand roi des bêtes noires utilise une corne faite d'ombre pour emporter Nell et Luna au loin.
Vroko accuse Klein d'être un utilisateur de magie, mais le garçon prétend ne même pas savoir ce que c'est. Vroko insiste. Peut-être que la magie est une découverte récente, mais il n'est pas idiot. En réalité, c'est sa génération qui a inventé les fondations de la sorcellerie. Et justement, il décide de donner aux morveux une petite leçon. Il sort de sa poche une poudre faite de minerais magiques, de diverses herbes et de larves écrasées d'une mouche parasite. Ces larves, explique-t-il, détruisent la capacité de penser de l'hôte. Cela rend les choses faciles à contrôler, exactement comme il le fait avec Betty, la troll femelle. Mais un jour, il compte perfectionner sa recette jusqu'à pouvoir contrôler toutes les bêtes noires. Sur ces mots, il laisse tomber la fiole dans la lampe, la laissant réagir avec la flamme et libérer une fumée magique qui envahit la caverne. Dès que Betty inhale les vapeurs, elle tombe de nouveau complètement sous son contrôle, et Vroko lui ordonne de dévorer Klein. La troll s'élance rapidement et assène un coup de poing qui envoie le garçon valser. Tandis qu'il se fait rouer de coups, Clévatès réalise que, sous cette forme humaine, il ressent réellement la douleur des frappes. Ce qui l'agace encore plus, c'est qu'Alicia ne lui a jamais dit un mot à propos de cette histoire de magie. Justement, en parlant de l'héroïne, elle continue à faucher les bandits, jusqu'à ce que le combat marque soudainement une pause. Haletante, épuisée, elle est toujours encerclée par d'innombrables ennemis. Quand Satchai fonce sur elle, la forçant à réagir avec une vitesse foudroyante, ce mouvement nous ramène à un souvenir de l'enfance d'Alicia Glenfall, quand elle se blesse à la main en frappant une pierre trop fort, laissant tomber son épée en bois. Son père éclate de rire et lui dit que c'est ce qui arrive quand on frappe quelque chose de plus dur que son arme. Pour amortir les impacts, il lui explique qu'il faut tenir le manche fermement, mais garder les poignets un peu souples. Tout excitée, Alicia lui demande comment devenir encore plus forte, et son père lui explique qu'il ne faut jamais hésiter à blesser son ennemi. Utiliser n'importe quelle technique nécessaire, et ne jamais hésiter à ressentir la douleur, car l'hésitation rend le corps rigide, et cette raideur affaiblit et ralentit l'attaque. Une fois toute cette raideur dissipée, Alicia deviendra bien plus puissante. Mais par-dessus tout, la chose la plus importante, c'est de faire confiance à son épée et à la force qu'elle met dans chaque coup. Ayant gravé les paroles de son père dans son cœur, Glenfall a déjà mis à terre 8 adversaires. Satchai commence à se demander si cette femme est vraiment humaine, tandis que Dagarn, voyant qu'il ne peut pas gagner par la technique, choisit la force brute. Il lui assène un coup de marteau si puissant qu'il brise son épée en 2 et l'envoie s'écraser au sol. Agacée par la mauvaise qualité de sa lame, Alicia jette ce qu'il en reste et se relève comme si elle avait simplement trébuché, laissant les hommes autour d'elle encore plus stupéfaits par sa vitalité. Sachant qu'elle a besoin d'une meilleure épée, Glenfall se met à courir, tentant de semer la bande. Avec 50 ennemis, elle ne pourra pas tous les vaincre sans prendre le temps de se reposer. Car même si elle est immortelle, son endurance est presque à bout, et le sang magique qui la soigne semble désormais drainer sa force plus vite qu'elle ne peut récupérer. Désormais, quoi qu'il arrive, Alicia ne peut qu'imaginer ce que ces types lui feraient s'ils mettaient la main sur elle. Alors, même épuisée, elle continue d'avancer, coûte que coûte. Plus loin, elle atteint le bord de l'ancienne plateforme de plongeon, celle qui mène droit à un lac infesté de bêtes tapies dans l'ombre. La vérité, c'est qu'Alicia a besoin de l'épée légendaire qui repose au fond de ces eaux sombres. Avec cette idée en tête, elle fonce vers la plateforme, ce qui fait hésiter les bandits un instant. Après tout, voilà 300 ans que des gens sautent dans ce lac, et aucun n'en est jamais ressorti vivant. Observant les Arvensis, Alicia les voit tournoyer, attendant qu'une proie tombe pour se nourrir. Elle attrape une hache abandonnée sur son chemin et traverse l'échafaudage en courant, obligeant les bandits à la poursuivre à nouveau. S'ils la laissent fuir par là, elle sera perdue à jamais. N'ayant aucune issue, Alicia se retrouve piégée au sommet. Alors, elle tranche quelques cordes avec la hache et attend que les bandits commencent à grimper. Lorsqu'ils sont tous en train de monter sur la structure, Alicia lance la hache sur une corde bien précise, faisant s'effondrer l'ensemble de l'échafaudage dans le lac. Un véritable festin que les bêtes du lac ne sont pas prêtes d'oublier. La plupart des sbires sont projetés dans l'eau, mais quelques-uns, comme Satchai et Dagarn, parviennent à s'accrocher désespérément et à éviter la chute. En regardant autour d'eux, ils se demandent où est passée l'héroïne prisonnière.
Cachée à l'intérieur d'un tonneau pour se dissimuler sous l'eau, Alicia Glenfall coule lentement, comptant sur l'unique avantage que le héros légendaire n'avait pas, elle ne peut pas se noyer. Avant de sauter, Alicia a vidé tout l'air de ses poumons. À présent, il ne lui reste plus qu'à attendre, sombrant de plus en plus profond, jusqu'à atteindre le fond du lac. Bien qu'il lui soit impossible de mourir dans cette situation, Alicia ne peut s'empêcher de ressentir une terrible sensation d'étouffement. Sa tête résonne de douleur. Sa vision se trouble à mesure que le baril s'enfonce et chaque fibre de son corps hurle, comme si elle luttait pour sa survie à sa propre manière. Mais elle doit tenir bon jusqu'à ce qu'elle atteigne cette épée. Après quelques secondes qui lui semblent une éternité, Alicia touche enfin le fond du lac, à peine consciente tant la douleur est vive. Poussée par une volonté indomptable, elle s'oblige alors à tendre la main à la recherche de l'arme qu'elle est venue chercher. C'est à ce moment-là qu'une lueur rouge éclatante capte son regard et Alicia réalise soudain qu'elle a peut-être une chance de réussir. Animée d'une détermination nouvelle, elle rassemble le peu de force qui lui reste et force son corps engourdi à nager plus vite vers l'objet convoité, malgré ses membres lourds et sa conscience vacillante. Plus question de faire demi-tour maintenant. Elle ne peut pas abandonner l'épée légendaire, car c'est elle, et elle seule, qui lui permettra de remonter à la surface. C'est elle qui lui donnera la puissance nécessaire. Après ce qui lui semble être une lutte interminable, elle parvient enfin à saisir l'épée, pour découvrir qu'elle ne repose pas sur le fond du lac, mais qu'elle est plantée sur la tête d'une créature aquatique colossale, si gigantesque qu'elle semble former le sol du lac lui-même. Paniquée, Alicia est projetée en arrière par le brusque mouvement du monstre. Un instant, elle se demande comment une chose pareille a pu rester cachée dans le puits des mines d'Elba. Apercevant l'épée juste derrière elle, elle tend désespérément le bras pour l'atteindre. Mais au moment où sa main l'effleure, un puissant courant la happe et l'emporte droit vers la gueule béante du monstre. À la toute dernière seconde, pourtant, Alicia parvient à s'emparer de l'épée sacrée. L'arme en main, l'esprit d'Alicia se projette dans un souvenir d'enfance. Son père lui avait dit un jour qu'elle ne serait peut-être jamais aussi forte physiquement qu'un homme, mais qu'aucune personne au monde ne pouvait rivaliser avec elle lorsqu'il s'agissait de libérer la vraie puissance d'une épée. C'est pour cela, disait-il, qu'Alicia ferait un jour une grande héroïne. Ces paroles résonnant encore dans sa mémoire, Alicia fait tournoyer son épée et fracasse les dents du monstre juste avant qu'elle ne se referme sur elle. Même alors que son abdomen se fait déchirer par la force de succion, l'héroïne morte-vivante invoque le pouvoir du diviseur de flux. En traçant une entaille horizontale avec cette arme, elle parvient à fendre l'eau elle-même, se propulsant en avant comme un poisson, dans un ultime élan de survie et de portée par le courant. Alicia s'éloigne à toute vitesse de la créature colossale, se disant que c'est sans doute elle qui avait jadis terrassé le héros légendaire. Sa taille est si inimaginable qu'il est difficile de croire qu'elle appartient encore à ce monde. Dans l'esprit d'Alicia, ce monstre ressemble plutôt à l'un de ces anciens êtres mythiques, des bêtes d'ombre censées vivre des dizaines de milliers d'années, dormant pendant des ères entières et n'émergeant que rarement. À en juger par la situation, les mineurs ont dû réveiller cette horreur par accident en creusant à la recherche de minerais. Alicia remarque que les Arvensi ont déjà détecté la présence du monstre et qu'ils commencent à se rapprocher de la surface. Même avec la régalia qui renforce sa force, elle manque d'air et n'est clairement pas en état de combattre. Mais l'agressivité des Arvensis la pousse dans ses retranchements, la forçant à utiliser ce qui lui reste d'énergie pour se défendre en remontant vers la surface. Enfin, Alicia jaillit hors de l'eau, haletante comme jamais, recrachant des gorgées d'eau du lac en suffoquant. Les bandits la regardent, stupéfaits, alors que leur ennemi refait surface, brandissant une épée, au même moment où le monstre surgit à son tour, semant dans les rangs humains une terreur inoubliable. D'un mouvement de ses tentacules, la créature noire attrape d'autres victimes, les paralysant d'une peur viscérale qui ne fait que croître. Pendant ce temps, Alicia esquive coup sur coup, cherchant à mettre suffisamment de distance pour préparer une contre-attaque. Comme elle l'espérait, sa régalia tranche sans peine à travers la chair du monstre, même si elle ne parvient à atteindre que les extrémités de ses tentacules. Aucun héros ne pourrait vaincre un ancien seul. Même les Arvensis gardent leur distance, se contentant d'observer le géant de loin. Face à de telles circonstances, Alicia décide de prendre la fuite.
Mais voilà que Dagarn et Soshaï, affolés, la supplient de les sauver, jurant de faire tout ce qu'elle demandera si elle les aide. Alicia, cependant, leur répond d'une voix froide et sans appel qu'elle n'est plus le héros que tous attendaient. Elle est désormais l'esclave de quelque chose de bien plus terrifiant que cet ancien. Sur ces mots, la guerrière morte-vivante disparaît dans les échafaudages, abandonnant les bandits à leur funeste sort. Le monstre antique engloutit la majorité des hommes d'une seule bouchée, laissant les survivants aux griffes des Arvensis, qui se déchirent entre eux pour les derniers lambeaux de chair. Ainsi, pour Alicia, sa mission contre les corbeaux est enfin achevée. La plupart d'entre eux sont morts à présent, et maintenant que l'ancien est réveillé, les rares survivants ne risquent pas de traîner dans les parages. Ce n'est pas une victoire glorieuse, certes, mais au moins, elle a obtenu l'épée qu'elle était venue chercher. Soudain, Klein entre en contact avec sa servante par leur lien magique de sang, une forme de télépathie. D'abord, Alicia est surprise, mais elle se calme lorsque son maître lui explique la nature de cette magie. Même s'il n'a rien vu de ceux qu'elle a affrontés, il sait qu'elle a accompli sa mission, grâce à ce que leur sang partagé lui a révélé. Et d'après lui, ça ressemblait à une sacrée épreuve. Alicia lui répond que le mot « épreuve » est bien trop faible. Elle a dû affronter une bande entière de criminels, puis faire face à un ancien au fond d'un puits totalement obscur. Elle lui demande pourquoi elle n'a reçu aucune aide, alors même que le roi des bêtes observait tout. Klein lui explique qu'il est lui-même en train de gérer un problème de taille. Même sous sa forme humaine, Clévatès, il s'est retrouvé vulnérable face à une technique qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il accuse même Alicia de lui avoir caché l'existence de cette magie. Après avoir vu une entité inconnue vaincre la troll Betty, Klein menace de punir son héroïne morte-vivante pour lui avoir menti. Pendant ce temps, Vroko s'enfuit en panique, incapable de comprendre ce qu'est ce garçon. Car Klein vient de terrasser la troll avec de la magie, un exploit que le chef des corbeaux n'aurait jamais cru possible. En fuyant, il trébuche sur le corps de Nell, toujours allongé aux côtés de Luna. Face à ce qu'il considère comme un cadeau tombé du ciel, le criminel affiche un sourire jusqu'aux oreilles. Encore perché sur le corps de Betty, Klein aperçoit Alicia qui approche. Elle lui demande « Ce qu'est cette étrange fumée rouge ?» Mais Clévatès ignore la question et se montre plutôt pressé de savoir ce qu'il en est de l'épée qu'elle tient, l'air désespéré. Alicia serre l'arme contre elle et déclare que jamais la bête noire ne mettra la main dessus. Elle a risqué sa vie pour l'obtenir. Klein hausse les épaules, expliquant que la fumée est problématique. Apparemment, elle n'affecte que les bêtes noires. Pas les animaux normaux comme Alicia. Par exemple, lui ne sent plus rien et ses oreilles bourdonnent. Il pourrait se transformer et disperser toute la fumée d'un seul souffle, mais l'endroit est bien trop étroit pour ça. Et surtout, personne ne sait où est passée Luna. Pire encore, la seule qui tient compagnie au bébé, c'est Nell, qui est pratiquement morte. Elle ne peut même plus bouger, et la fumée bloque complètement l'odorat de la bête. Face à cette situation, Clévatès ordonne à Alicia d'agir, puisqu'elle est censée s'y connaître en magie. Mais Alicia n'a aucun talent pour la magie. D'après elle, certaines personnes peuvent l'utiliser, d'autres non. C'est aussi simple que ça. La magie repose entièrement sur l'aporéa, et pour la plupart des gens, ce n'est qu'une pierre ordinaire. Mais pour ceux qui savent s'en servir, il est théoriquement possible d'en extraire une puissance cachée. En entendant cela, Klein la traite d'inutile, ce qui la met hors d'elle. Elle crie que la bête noire a tué de nombreux héros qui, eux, maîtrisaient réellement la magie. S'ils étaient encore en vie, ils pourraient faire quelque chose maintenant. Mais Clévatès se moque complètement de sa colère et décide d'aller chercher Luna et Nell lui-même, même s'il se doute qu'elles sont probablement déjà mortes. Alicia lui demande ce qu'il fera si Luna est effectivement morte. Klein lui répond qu'il ne fera rien. Il perdra simplement tout intérêt pour l'humanité. Pour Alicia, c'est une menace à peine voilée. Le regard de la bête ne laissait aucun doute. Si quelque chose arrivait à Luna, il n'hésiterait pas à exterminer jusqu'au dernier humain. La seule chose qui le retient encore, c'est Luna. Et Alicia en a pleinement conscience. Elle doit retrouver le bébé, coûte que coûte. Pendant leur recherche, ils repèrent une traînée de sang qui pourrait bien appartenir à Nell. Comme elle est incapable de bouger seule, on dirait qu'on l'a traînée quelque part. Mais en réalité, Nell ne s'est pas fait traîner.
C'est elle qui s'accrochait au manteau de Vroko, déterminée à ne pas le laisser fuir avec Luna. Excédé par sa ténacité, le chef des corbeaux lui écrasa brutalement la tête du pied. Après tout, son manteau est fait des plumes d'un oiseau noir rare. Pas vraiment bon marché. Et pourtant, malgré tous les coups, Nell ne lâchait pas prise, même si quelques minutes plus tôt, elle tenait à peine en vie. Lorsque Luna fut enlevée, Vroko s'était approché et l'enfant lui avait mis une claque. Puis elle s'était mise à pleurer si fort que la lanterne enchantée avait explosé, signe d'un talent magique prodigieux. En voyant que Luna était une Idenienne de sang pur avec un tel potentiel, Vroko crut avoir trouvé un véritable trésor. Il n'avait bien sûr aucune intention de la relâcher, alors il décida de couper la main de Nell pour s'échapper au plus vite. Mais c'est à ce moment qu'Alicia Glenfall surgit, l'arrêtant avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Terrifié, le chef de gang demande ce qu'il est advenu de Dagarn et Sochai. Alicia s'apprête à répondre, mais Clévatès la devance. « À cette heure, dit-il, ils sont devenus des bêtes noires. C'est terminé pour eux. Mais au moins, ils ont servi. Ils n'étaient donc pas complètement inutiles. Pour Clévatès, peu importe la manière dont on est ou la vie qu'on mène. Au final, tout le monde finit comme nourriture. » En regardant Nell, la bête noire constate qu'elle a utilisé la moindre goutte d'énergie qui lui restait. Vroko, quant à lui, menace de couper un doigt à Luna à chaque pas que feront ses ennemis. Klein lui répond froidement de faire ce qu'il veut, ce qui laisse le bandit complètement stupéfait. Alicia explique alors que ce type ne bluffe pas. Il serait réellement capable de faire du mal à un bébé. La bête lui répond qu'il peut soigner n'importe quelle blessure en un instant. Mais Alicia sait, elle, qu'on ne guérit jamais vraiment de la douleur. Alors elle décide de régler ça elle-même. Elle propose d'échanger l'épée pour laquelle elle a risqué sa vie, contre la vie du bébé. Vroko remarque l'emblème de Haydn et la lueur rouge qui émane de la lame. Des signes évidents qu'il s'agit d'une régalia de Haydn, l'arme qu'il a toujours convoitée. Alicia plante l'épée dans le mur, juste derrière lui, pour lui faire comprendre que son trésor est à portée de main. Mais pour s'en emparer, Vroko devra utiliser ses deux mains, ce qui signifie qu'il devra poser Luna s'il veut prendre l'arme. Il peut très bien fuir avec l'épée s'il le souhaite. Mais s'il tente quoi que ce soit contre Luna, Alicia lui jure qu'elle le mettra en pièces. Vroko est abasourdi par la facilité avec laquelle une héroïne a abandonné une régalia de Haydn. Cela ne fait que confirmer que le bébé doit être une véritable Haydnienne, bien plus précieuse qu'une seule épée, même gravée du sceau sacré. Toujours aussi avide, il veut que l'échange soit équitable. Il exige alors de connaître l'emplacement des 13 armes Scalicia Glenfall et ses compagnons ont utilisé lors de la mission de la Montagne de Lune. Voyant Alicia hésiter, Klein lui ordonne de parler. Elle finit par révéler que les armes se trouvent au fond du canyon, dans la grande caverne de la Montagne de Lune. Maintenant qu'il a l'information, Vroko sait qu'il doit juste survivre jusqu'à destination. Il brise une fiole contenant un sortilège d'invisibilité et disparaît, utilisant la magie de Luna pour renforcer encore davantage l'effet du sort. Il parvient à cacher à la fois le bébé et lui-même, mais puisqu'il ne peut pas retirer l'épée de guerre-corps du mur sans révéler sa position, il l'abandonne, sans remords. Car désormais, il vise 13 armes héroïques de plus. Et avec une Haydnienne en otage, le chef des corbeaux se sent inarrêtable. Mais Alicia se place juste devant lui, là où il pensait être invisible, et lui assène une violente entaille horizontale à l'abdomen avec son épée magique. Sous le choc, Vroko demande comment elle a pu le voir. Elle répond simplement « Je ne t'ai pas vue, mais je ne suis pas sourde ». Elle entendait les pleurs de Luna. Il s'est avéré que Vroko, trop fier de sa propre ruse, n'avait même pas réalisé que les pleurs du bébé révélaient exactement sa position. Il venait ainsi d'être tranché en deux par une attaque mortelle. Après que Klein ait essuyé la poussière d'invisibilité sur Luna, Alicia décida de rendre le cadavre du bandit invisible à son tour. Puis, se tournant vers Nell, elle fit remarquer que s'ils avaient réussi à sauver le bébé, c'était uniquement grâce à cette fille. La nourrice respirait encore. Alicia demanda alors à Klein s'il pouvait faire quelque chose pour la sauver. Klein expliqua qu'il ne pouvait contrôler qu'une seule personne à la fois avec le sang magique, et de toute façon, il manquait trop de morceaux à Nell. Il aurait fallu aller chercher des parties ailleurs pour la recoller.
À ses yeux, cela ne valait tout simplement pas la peine de gaspiller autant d'efforts pour une simple humanoïde. Mais Alicia insista. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Cette pauvre femme s'était battue jusqu'au bout pour protéger Luna. Si c'était vraiment ce qu'elle voulait, Clévatès fut clair. Pour que Nell puisse utiliser le sang magique, Alicia devait mourir. Pourtant, l'héroïne n'hésita pas une seule seconde. Se sacrifier pour l'espoir et l'avenir de ceux qu'elle était censée protéger, c'était sa mission. Du moins, c'est ce que son père lui avait toujours répété. Et puis, elle était déjà morte une fois, alors mourir à nouveau ne lui semblait pas si grave. Sans montrer le moindre signe d'émotion face à ce geste héroïque, Cline préleva donc son sang sans la moindre cérémonie et redonna vie à Nell. Utilisant ce qu'il restait de viable dans le corps d'Alicia et contre toute attente, Clévatès constata qu'Alicia Glenfarl avait survécu à la transfusion. Elle allait se réveiller bientôt, même si sa convalescence serait longue. Après tout, elle était pratiquement en décomposition. Il devait l'admettre. Cette humaine était bien plus résistante qu'il ne l'avait cru. En effet, Alicia se mit à bouger bizarrement sur le sol, puis finit par ouvrir les yeux. La première chose qu'elle fit fut de saisir son épée favorite et de la serrer contre elle comme un enfant. Pendant ce temps, Cline remit Luna à Nell, mais dorénavant, il l'appellerait Astérisque Nellaru Astérisque. Non seulement pour lui offrir une seconde chance, mais aussi pour lui permettre de devenir quelqu'un de nouveau. Et sur cette proposition, il l'invita à rejoindre leur groupe. Enfin libre, Nellaru accepta avec joie. Avec la nouvelle recrue désormais intégrée au groupe, dès le lendemain, Clène décida de confisquer l'épée d'Alicia, bien trop voyante à son goût. Franchement, ce serait problématique si quelqu'un d'autre tentait de la voler. La chevalière était au bord des larmes en voyant Zenbaku être absorbée par l'ombre de Clévatès, qui, au passage, lui fit remarquer qu'elle devrait déjà s'estimer heureuse qu'il n'ait pas simplement jeté son jouet. C'est alors que Nell fit son apparition, annonçant d'un ton désinvolte que le maître était capable de quelques tours de magie assez incroyables. Clène lui demanda si elle était prête, ce à quoi la jeune fille répondit par l'affirmative, sans hésitation. Elle avait pensé qu'elle culpabiliserait de prendre des choses sans permission, mais honnêtement, ce n'était pas si grave que ça. En fait, elle avait même trouvé des vêtements pour Luna. Alicia, intriguée, fit remarquer que Nell portait beaucoup trop d'affaires, mais étrangement, cette dernière se sentait incroyablement légère, comme si son corps ne pesait plus rien. La chevalière plaisanta alors à moitié. Peut-être que Clène avait rapiécé un torse de bandit pour ramener cette fille à la vie. De façon plutôt inattendue, Nell déclara qu'elle était désormais la porteuse officielle du groupe et qu'elle pouvait transporter tout ce dont Alicia aurait besoin, que ce soit une épée ou un bouclier. Alicia répliqua qu'elle n'avait même pas d'armes à lui confier, ce à quoi Nell répondit qu'elle n'avait qu'à fouiller le bureau de Vroko. Il y avait toujours des objets de valeur cachés là-bas. Aussitôt, ces mots prononcés, Alicia partit en trombe vers le bureau, bien décidée à ne pas quitter la mine d'Elba les mains vides. De son côté, Nell avoua qu'Alicia était bien plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. Clène, lui, affirma qu'elle était un peu à côté de la plaque, mais qu'elle restait une bonne personne. Et puis, grâce à elle, tous les bandits avaient été éliminés. À présent que les esclaves étaient libres et les maîtres disparus, toute la région avait été désertée. Clène demanda alors à Nell si cet endroit allait lui manquer. La jeune fille répondit sans détour qu'elle n'en gardait aucun souvenir agréable. Pourtant, c'était ici qu'elle avait vécu avec sa mère, et voir tout cela dans cet état lui serrait un peu le cœur. Elle aurait au moins voulu dire adieu à Donacarme. Clène s'apprêtait à lui poser une question à son sujet, lorsqu'un homme surgit de nulle part, après avoir cherché partout, le morveux qui utilise des techniques bizarres. Pendant ce temps, Alicia faisait irruption dans le bureau du chef des corbeaux avec toute la discrétion d'un éléphant et tomba immédiatement sur une liasse d'argent dans un tiroir du bureau. En la mettant dans sa poche, elle se demanda, non sans ironie, qui était vraiment le voleur, maintenant. Puis, elle ouvrit un autre tiroir et découvrit quelques armures féminines en cuir plutôt osées. Secouant la tête, elle tenta de chasser l'image mentale, bien involontaire, de Rocco portant ce genre de choses. Convaincue que Rocco avait probablement juste reniflé l'armure ou quelque chose du genre, Alicia décida d'en essayer une elle-même. Après tout, même si elle était difficile à tuer, la douleur restait de la douleur, et autant l'éviter quand c'était possible.
Dans le tiroir suivant, elle découvrit une sélection d'épées. Elle en testa une, ravie par sa légèreté et son équilibre. Ce n'était certes pas une véritable lame de la forge noire d'Aiden, mais elle s'en rapprochait suffisamment pour lui plaire. Soudain, Clem fit une entrée fracassante en défonçant violemment le mur du bureau, toujours en train de se plaindre de la faiblesse du corps qu'il possédait. Leur assaillant apparut quelques secondes plus tard, et Alicia dégaina aussitôt son épée, prête à se battre. Elle évita de justesse un coup de pied éclair, si rapide que même le vent qu'il généra lui entailla la joue. L'inconnu enchaîna une rafale de coups de pied tout en lévitant dans les airs, obligeant l'héroïne à se défendre de toutes ses forces, peinant à bloquer ses attaques. Puis, sans crier gare, l'adversaire déchaîna une compétence de vent si puissante qu'elle éventra le sol, projetant Alicia à travers le plafond du bureau et hors du bâtiment. Elle s'écrasa violemment sur le toit d'une autre structure avant de heurter le sol dans un fracas assourdissant. Et pourtant, contre toute attente, elle se releva, vacillante, mais debout. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Le combattant déclara qu'il ne s'intéressait qu'à l'enfant et qu'il l'épargnerait si elle lui remettait Luna. Alicia lui lança un regard glacé et lui dit de ne pas sous-estimer une héroïne. Il comprit aussitôt qu'elle ne céderait pas si facilement. À ce moment-là, les yeux d'Alicia perdirent leurs iris. Elle s'apprêtait à utiliser une stratégie dangereuse. Si elle échouait, il ne lui resterait qu'un dernier recours, le diviseur de flux. Elle se lança, l'âme secrète dégainée, astérisque, dragon ascendant astérisque, son épée crépitant d'une magie redoutable. En un éclair, elle fut à la gorge de son adversaire. Mais alors qu'elle s'apprêtait à porter le coup final, Glenn l'arrêta net avec un sort et lui envoya un coup de poing en pleine tête. Il lui demanda si elle avait vraiment effacé toute pensée de son esprit à l'exception de « tuer ». Elle répondit que c'était précisément le principe de cette technique. Glenn révéla alors que l'attaquant n'avait réagi ainsi que par pure incompréhension et que sans son intervention, Alicia aurait encaissé un coup de genou qui l'aurait littéralement coupé en deux. Puisque tout cela n'était qu'un malentendu, l'homme exigea des explications. Il affirma que Nelaru sentait comme une troll de l'Ouest, et il avait entendu dire qu'il y avait quelqu'un ici capable de contrôler ce genre. Nell expliqua qu'elle avait été avalée par l'une de ces créatures, tandis que l'homme raconta avoir trouvé un cadavre de troll sous terre, les bras et les jambes arrachés, les entrailles répandues partout. À partir de cela, il déduisit que c'était Clem qui avait tué son propre monstre. Comprenant enfin la situation, Clévatès ordonna à Nell d'emmener Luna à l'entrée du village et d'y attendre. Alicia demanda si elle devait les accompagner, mais Clévatès lui répondit de rester. L'homme devant eux était en réalité une bête noire ayant pris forme humaine. En vérité, c'était une créature dotée de griffes et d'ailes, et il n'existait qu'un seul être capable d'user d'illusions aussi puissantes. Le roi des bêtes noires de l'Ouest, Xaftir des fantômes. Curieusement, selon Clem, cette bête n'entretenait pas de bonnes relations avec Clévatès de la Lune. L'homme se tourna alors vers Clem pour lui demander comment il savait tout cela, et surtout qui il était vraiment. Sans révéler sa véritable identité, Clem donna simplement son nom, affirmant qu'il servait un roi des bêtes noires sous forme humaine, tout comme celui qui se tenait devant lui. Réalisant alors que ce garçon devait être un serviteur de Clévatès, l'homme décida de révéler sa véritable forme, afin de montrer qu'ils étaient du même camp. Il avait entendu dire que Clévatès avait détruit une capitale humanoïde et que Dame Xaftir envisageait elle aussi l'anéantissement des humanoïdes. Le monstre se présenta alors comme étant Garth, serviteur de Xaftir, et exigea que Clem prouve qu'il était vraiment une bête noire. En réponse, Clem dévoila son histoire, ce qui suffit à convaincre rapidement son opposant. À partir de ce moment, Garth reprit sa forme humaine et décida qu'il n'y avait plus aucune raison de se battre contre eux. Alicia, stupéfaite, réalisa qu'il existait d'autres rois comme Clévatès dans le monde souterrain des bêtes. Cela signifiait que les héros tombés à ses côtés n'avaient même pas combattu le véritable ennemi. Bien qu'elle ne dise rien, Clem lui demanda d'abandonner ses soupçons inutiles, expliquant que très peu de bêtes étaient capables de prendre forme humaine et de parler, et qu'à part Xaftir, qui avait un goût prononcé pour les illusions, aucune d'entre elles ne s'intéresserait aux humanoïdes sans une raison impérieuse, car toutes les bêtes noires méprisaient profondément ces êtres. C'est d'ailleurs pour cela que Garth exigea une rétractation concernant le fait qu'Alicia soit une héroïne,
et sur le fait qu'un serviteur de Clévatès soit à ses côtés, puisque les héros étaient les ennemis jurés des bêtes. Clène confirma qu'Alicia était bien une héroïne, mais qu'elle le servait désormais, liée par un sortilège qui l'empêchait de désobéir à ses ordres. Pendant qu'il cherchait à comprendre le monde des humanoïdes, elle lui servait à la fois de guide et de bouclier. Il en allait de même pour l'autre fille et le bébé. Ils n'étaient tous que des instruments pour permettre à Clévatès de mieux comprendre les humanoïdes. Cela dit, puisque Garth était un étranger, Clem refusa d'en révéler davantage. La bête venue de l'Ouest comprit cette réserve, mais déclara clairement qu'il n'hésiterait pas à éliminer les outils de Clem s'il se mettait en travers de son chemin. Clem, sans se troubler, l'invita à tenter sa chance. Il lui demanda ensuite pourquoi Zaftir voulait anéantir les humanoïdes, car le Zaftir qu'il connaissait était un être étrange, passionné par l'observation des autres races et adoré par les orques de la grande forêt de l'Ouest. À ces mots, Alicia comprit enfin pourquoi aucun héros ne s'aventurait vers l'Ouest. Il était tout simplement impossible de traverser la forêt sans la coopération des orques. Cette révélation éveilla chez la chevalière un profond questionnement. Que s'était-il donc passé de l'autre côté du continent? Garth leur raconta qu'il y a 3 jours, alors qu'il survolait les grandes forêts occidentales, il s'était posé sur une branche pour observer une paire de monstres qui semblaient avoir perdu leur petit. À proximité, il remarqua un objet brillant posé au sol. Il l'apporta à sa maîtresse et lui rapporta que c'était une nouvelle fois qu'un petit de bête noire avait disparu sans raison apparente. Il était fort possible que d'autres eussent disparu sans que quiconque ne le sache. Garth était incapable d'expliquer ce phénomène, mais il avait la conviction que les humanoïdes y étaient pour quelque chose. Zaftir fut surprise par les propos de l'oiseau, d'autant plus qu'elle croyait avoir établi une bonne entente avec les orques. Quoi qu'il en soit, elle interpréta l'incident comme un mauvais présage. Quand Garth lui demanda s'il devait convoquer le chef orc, le roi refusa. Ces créatures n'étaient pas dignes de confiance. En réalité, l'un de ses serviteurs avait déjà été envoyé dans le monde des humanoïdes pour enquêter sur les événements. Et si nécessaire, il devait envisager de tous les détruire. Garth ajouta que des petits avaient probablement aussi disparu dans les montagnes du sud, et qu'il était ici pour chercher des indices. De son côté, Clène révéla qu'il avait tué le petit homme et son troll, mais Garth comprit qu'il s'agissait de légitime défense. Pour Clène, il était possible que les enlèvements ne soient pas limités aux petits des bêtes noires. Carme lui avait raconté que, dans sa région, les femmes ne devaient pas accoucher, car des hommes étranges, vêtus de noir, venaient systématiquement acheter les bébés, évoquant quelque chose en lien avec le talent. Selon elle, ces hommes étaient si terrifiants que même Vroko les craignait. En recoupant ces informations, Clène avoua qu'il avait toujours trouvé étrange que Nell ait eu 3 enfants morts-nés. Alors, il demanda à Carme si c'était elle qui les avait tués. La femme avoua que oui. C'était la règle parmi les femmes de là-bas. Les hommes des mineurs ne les protégeaient pas, et leurs enfants étaient laissés à la merci de ces acheteurs de bébés pour préserver ce qu'il restait de leur fierté. Elles faisaient tout leur possible pour éviter de tomber enceinte. Mais comme Nell était trop idiote pour tenir parole, c'était à Carme qu'incombait la tâche de mettre fin à la vie des nourrissons. La douleur de ce souvenir la fit hurler avec une violence déchirante. 6 cris puissants et sa rage effrayèrent Luna, qui se mit à pleurer. Glenn tenta de la calmer, lui assurant qu'il comprenait ce que Carme voulait dire. Mais il souligna que Nell était née dans ce lieu et que sa mère l'avait probablement cachée jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour ne plus être vendue, ce que Carme et les autres femmes n'avaient jamais essayé de faire. Après ce récit, Glenn déclara qu'il voyait désormais un lien entre CS acheteurs d'enfants et les enlèvements de petits chez les bêtes noires par les humanoïdes. Il fit remarquer que ces acheteurs étaient liés à Vroko, qui possédait lui-même un troll. En plus, le talent que mentionnaient ces hommes pourrait bien faire référence à une forme de magie que CS enfants possédaient. Clévatès se tourna alors vers Alicia pour lui demander ce qu'elle pensait de tout cela. Elle répondit qu'elle ne connaissait rien à la magie et ne pouvait pas vraiment se prononcer. Mais elle était convaincue que ces hommes en noir étaient capables d'un tel mal. Après tout, c'étaient des mages prêts à employer n'importe quel sortilège comme outil de guerre.
Alicia se souvint que ces Aimages étaient apparus ces dernières années sur la plaine de Dun, où ils avaient alimenté un conflit meurtrier entre Bolat et Eslen. Chaque fois qu'ils entraient en scène, leur pouvoir suffisait à faire basculer l'issue des batailles. Le premier à les avoir amenés au combat fut, à l'époque, le commandant de l'expédition vers Hyden, dans l'armée de Bolat, le général Drell, surnommé le tueur de dragons, qui avait mené ses troupes jusqu'à la forteresse frontalière de Highgate. D'après Alicia, c'était cet homme-là qui avait tué son père. Après lui avoir porté le coup fatal, l'officier avait déclaré que l'épée seule ne pouvait pas franchir tous les murs, et qu'un nouveau temps approchait, celui de l'âge de l'épée et de la magie. Eslen lui demanda alors pourquoi elle était venue le tuer, lui, plutôt que l'homme qui avait réellement tué son père. Elle expliqua que c'était la dernière volonté de ce dernier. Lors de l'invasion de Highgate, un camp d'Eslen se trouvait à 6 miles à l'est de la forteresse. Rod Royce, commandant de la Wanre Division de la Garde royale, avait donné l'ordre à ses forces de se regrouper à l'ouest de Highgate. C'est à ce moment-là qu'un allié du nom de Mikul était arrivé à cheval pour les prévenir que leur détachement avait été anéanti et que l'armée de Bolat, menée par Drell, avançait toujours vers le sud avec 50 000 hommes. Comprenant qu'ils allaient tenter de prendre Hyden, Rod déplora que son bataillon ne compte que 6 000 hommes et qu'il manquait cruellement de mages. Les renforts de l'armée principale n'arriveraient pas avant 3 jours. À même le sol, le commandant traça un schéma pour son compagnon, illustrant comment l'armée de Drell se rapprochait dangereusement de Highgate, une forteresse possédant une grande porte à l'est et une plus petite à l'ouest. S'ils parvenaient à faire entrer leurs troupes par la porte occidentale, celle du côté d'Eslen, ils pourraient la refermer derrière eux et opposer une certaine résistance, même en étant largement inférieurs en nombre. Mais pour cela, il leur fallait la coopération de Hyden. Rod avait déjà envoyé des messagers, mais n'avait reçu aucune réponse. Il craignait que la situation à l'intérieur de la forteresse ne soit déjà chaotique. Mikwel lui demanda alors si les rumeurs étaient fondées. Est-ce que Clévatès avait réellement attaqué le château? Le commandant soupçonnait que oui. Cela expliquerait pourquoi Bolat avait dépêché son plus puissant général. Après tout, la forge royale était désormais exposée. Sans cette forge, le régalia de Rod, la fleur de givre, ainsi que les armes noires utilisées par Mikvel et les autres capitaines n'auraient jamais pu être créées. Mais ce n'était pas tout. La forge royale de Hyden était aussi le plus ancien artefact magique du monde. N'importe quel mage aspirant à la puissance rêverait de percer ses secrets. Sur ce point, Mikvel fit remarquer que les forces de Bolat étaient déjà plus puissantes que les leurs. Et si elles parvenaient à s'emparer de la forge, ce ne serait pas seulement Eslen qui serait en danger, mais toute la région d'Étea. C'est à ce moment-là qu'un éclaireur arriva, porteur d'un message urgent pour le commandant Royce. La porte ouest de Highgate avait été fermée, mais celle de l'est, la plus grande, était en train de s'ouvrir. Et c'est de cette ouverture que surgit un jeune combattant de Bolat, nommé Maynard Swan, laissant dans son sillage une traînée interminable de cadavres. Par sa seule présence, il confirma la mort du roi Hyden, tout en annonçant que la princesse héritière était en sécurité, quelque part. Mais un problème subsistait. Le fils du roi, âgé de seulement 6 mois, le seul dont le sang royal était certain, avait été enlevé par un garçon aux cheveux noirs et avait disparu. Personne ne savait si l'enfant était encore en vie. Mais Maynard venait de recevoir un message par les corbeaux. Ils avaient repéré un enfant de Hyden accompagné d'un garçon aux cheveux noirs. En tant que plus puissant mage de l'armée, Swan fut immédiatement envoyé pour enquêter. Pendant ce temps, le général Drell ordonna à son subordonné d'avoir l'enfant entre les mains avant son arrivée à